Je me rendais à l'aéroport pour prendre un vol et rejoindre ma sœur dans son chalet pour les fêtes. Ma valise était déjà prête et ma carte d'embarquement en main. Mais arrivé sur le parking, quelque chose m'a arrêté net. J'ai réalisé que j'avais oublié l'original du testament de mon mari, le vrai. Pas la copie qui se trouvait sur mon bureau à la maison. J'ai fait demi-tour, pensant aller le chercher en 5 minutes. Mais j'ai découvert quelque chose qu'aucune mère ne devrait entendre chez elle. Surtout pas de la part de son fils unique. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, le silence régnait dans la maison. Je n'ai rien dit. J'avais mes clés à la main, mais je ne les ai pas déposées dans le vide-poche comme d'habitude. Un silence intérieur s'est installé. J'ai traversé le couloir, mes chaussures résonnant doucement sur le sol. J'ai entendu 2 voix venant du bureau. Elles parlaient à voix basse, avec précaution. Je suis resté planté derrière la porte, le dos contre le mur, retenant mon souffle. Si elle montre des signes, on peut monter un dossier, a dit une voix que j'ai immédiatement reconnue. C'était mon fils. Marcus, elle a 74 ans, répondit une autre voix. Avec les bons papiers, prouver qu'elle est incapable de prendre ses propres décisions n'est pas si difficile, Austin, dit la seconde voix. C'était Austin, l'avocat que Marcus avait fait venir après la mort de mon mari, Robert. Il m'avait dit qu'Austin était là pour m'aider à trier les affaires de Robert. J'eus une angoisse terrible. Je ne les voyais pas, mais je comprenais ce qu'il disait. Il parlait de me contrôler. De prendre le contrôle de mes affaires. Marcus continua de parler. J'ai déjà commencé à tout noter. Elle oublie où elle range ses affaires. Elle raconte 2 fois la même histoire. Elle n'a même pas fait sa déclaration d'impôt cette année. J'avais envie de m'avancer et de crier son nom, mais je me suis plutôt retourné prudemment. Je ne voulais pas que le sol fasse du bruit et me trahisse. Dehors, le soleil était chaud, mais j'avais froid partout. Je suis remontée dans ma voiture et je suis restée assise là, à regarder à travers le pare-brise. Mes clés étaient encore dans ma main. La femme qui l'avait élevé, qui travaillait tard au bureau local pour qu'il puisse aller à l'école sans s'endetter, était maintenant traitée comme un dossier. J'ai serré les lèvres. Ce n'était pas de la colère que je ressentais. C'était du choc. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a changé. Pas brisé, pas encore. Mais la douce chaleur qui me restait commençait à s'estomper. Et vous voulez savoir ce qui m'a le plus blessé? Ce n'était pas ce que j'ai entendu. C'était de réaliser qu'au fond de moi, je savais déjà que cela se produisait. Je refusais simplement d'y faire face. Je ne suis pas retournée à l'aéroport. Je n'ai pas appelé ma sœur. J'ai continué à rouler. Mes mains restaient fermement posées sur le volant, mais mes pensées étaient ailleurs. J'ai dépassé la sortie d'autoroute et me suis laissé guider par mon instinct sur de vieilles routes que je n'avais pas empruntées depuis des années. Quand je me suis arrêtée, j'étais garée devant un petit restaurant, entre une laverie automatique et un vieux salon de coiffure. La façade avait été modernisée, mais l'odeur qui s'échappait de la porte était toujours la même. Cannelle, beurre, noix grillées. C'est là que Robert m'emmenait tous les dimanches, sans faute, à l'époque où nous vivions dans un petit appartement de la rue principale. À l'époque où Marcus était encore un petit garçon aux genoux écorchés qui posait des questions sur tout. Je suis entrée. Le comptoir était différent maintenant, élégant et neuf, mais les tables étaient toujours dépareillées, chacune ornée d'un petit vase de fleurs. J'ai commandé un café et me suis installée près de la fenêtre. Mes doigts se sont crispés autour de la tasse, cherchant une chaleur réconfortante. J'ai regardé la rue. Les gens passaient, emmitouflés dans leurs gros manteaux, pressés, la tête baissée. Je me suis souvenu de Robert lisant son journal à cette même table, tandis que Marcus empilait les sachets de sucre en tour. Il voulait toujours comprendre comment les choses fonctionnaient, les ponts, les trains, les ascenseurs. Il ne se contentait pas de réponses simples. Il voulait connaître tous les détails. Et je les lui donnais. Je rapportais des livres de la bibliothèque et je surlignais les passages importants au crayon.
Je l'inscrivais à des stages scientifiques avant même qu'il ne me le demande. Il était intelligent et curieux, pas gâté, du moins pas à l'époque. Entre ce garçon et l'homme que j'ai entendu ce matin, quelque chose a basculé. Ce n'est pas arrivé d'un coup. C'était plutôt une lente transformation, comme une casserole laissée trop longtemps sur le feu. Ça a commencé doucement, puis c'est devenu de plus en plus fort, jusqu'à tout envahir. Je repensais au moment où il avait dit qu'il s'occuperait de l'argent et des biens de Robert. Il m'avait dit que c'était trop lourd à gérer. Il a renvoyé notre ancien gestionnaire de patrimoine et a engagé une société dont je n'avais jamais entendu parler. Il a mis en place des prélèvements automatiques pour mes impôts fonciers sans même me consulter. J'avais vu ces choses se produire, mais je lui trouvais des excuses. La confiance d'une mère épuisée. L'espoir d'une veuve. Maintenant, tout s'éclairait. Les pièces du puzzle s'emboîtaient d'une manière que je n'aurais pas voulu voir. J'ai quitté le restaurant après avoir bu la moitié de mon café. Il avait un goût amer, non pas à cause du café lui-même, mais à cause de mes souvenirs. Dehors, le ciel était devenu gris. J'ai bien fermé mon manteau et je suis restée là un instant. Je n'étais pas prête à rentrer. Non pas par peur. J'avais juste besoin de me souvenir de qui j'étais avant de laisser les autres décider de qui j'étais. Et c'est dans ce moment de calme, loin de tout, que je recommencerai à me retrouver. Le parking derrière la bibliothèque municipale était presque vide quand je suis arrivée. Il était tard et le ciel commençait déjà à se teinter d'un gris doux, annonçant l'hiver. Je me suis garée à la même place que d'habitude, celle où je travaillais. Un réflexe, un automatisme. Je suis restée assise une minute, à regarder le grand arbre près de la porte de derrière se balancer sous le vent. À l'intérieur, c'était plus calme que dans mon souvenir. Le sol était différent, les caisses avaient été rénovées, mais l'odeur était toujours la même. Vieille poussière de papier et de bois, une odeur qui m'apaisait toujours et me donnait un sentiment de sérénité. J'ai longé les livres et me suis dirigée vers le fond, vers la salle des archives. Rien n'avait beaucoup changé. Les mêmes grandes armoires à dossiers, les mêmes lumières beige au plafond qui clignotaient si on les fixait du regard. J'ai fait un signe de tête à la jeune employée et lui ai demandé si je pouvais consulter un document que j'avais classé auparavant. Une copie du testament de mon mari. Elle n'a posé aucune question. Elle m'a simplement tendu un porte-document et a désigné la table du coin. J'ai trouvé le dossier rapidement. Mes mains savaient encore où chercher. Le dossier était épais, non seulement à cause du testament, mais aussi parce que Robert avait pris des notes partout. Des flèches dans les marges, des dates, sa petite écriture. C'était clair pour lui, et avec le temps, c'était devenu clair pour moi aussi. J'ai déplié les pages avec soin et lu chaque ligne. Le testament était conforme à ce qu'il avait écrit. Rien n'était raturé. Mais ce qui a attiré mon attention, ce sont les petits mots qu'il avait laissés à l'intérieur du dossier. L'un d'eux disait: « Si jamais tu as un doute, regarde les chiffres. Ils disent la vérité. » J'ai ouvert le dossier à la dernière page. Il y avait un tableau répertoriant les actifs, les biens immobiliers, les placements et les obligations. À côté de chaque document, Robert avait écrit des notes. À garder avec Patricia. Ou à donner à Marcus seulement s'il est habilité à le faire. Conserver le tout jusqu'à ce que quelqu'un l'examine sans pression. Ne pas laisser Marcus tout gérer. Ne pas donner carte blanche à mon fils. Robert avait été clair et précis. Il m'avait fait confiance. J'ai senti une chaleur m'envahir la poitrine. Pas de la colère. De la reconnaissance. Des souvenirs. Le sentiment d'être enfin moi-même. J'ai sorti un petit carnet de mon sac et j'ai commencé à faire une liste. Premièrement, faire des copies. Deuxièmement, trouver un avocat de confiance. Troisièmement, examiner mes comptes et les mouvements de fonds. J'ai écrit chaque point d'un trait régulier et précis. En sortant de la bibliothèque, le soleil s'était couché derrière les immeubles. Le ciel était d'un bleu profond.
Le froid ne me dérangeait pas. J'ai marché d'un pas décidé jusqu'à ma voiture. Je voyais ma respiration dans l'air froid. Et pour la première fois depuis des semaines, je ne me sentais pas vieille. Je ne me sentais pas perdue. Je n'avais pas l'impression d'être manipulée. Je me sentais à nouveau comme Patricia Sanders, cette femme qui classait les vieux documents, qui connaissait les règles par cœur, qui avait un jour retrouvé une lettre perdue du XVIIIe siècle, cachée derrière une armoire cassée. Et maintenant, je devais me frayer un chemin à travers tout ça, un document après l'autre. Le lendemain matin, j'avançais lentement, non pas à cause de douleur, mais parce que je voulais ressentir toute la portée de ce que j'accomplissais. Je glissais un petit magnétophone dans la doublure de ma veste. C'était celui que j'utilisais pour les entretiens à la bibliothèque, à peine plus gros que mon pouce, avec un léger clic à l'allumage. Je vérifiai que le voyant rouge clignotait une fois, puis il disparut dans la poche de mon manteau. Je laissai la porte d'entrée déverrouillée. Le soleil était juste assez haut pour projeter des ombres sur la cuisine. J'éteignis les plafonniers et laissai la lumière naturelle entrer par les fenêtres. Je préparai du thé et en renversai un peu sur le plan de travail. Je laissai la bouilloire à moitié fermée, de petites négligences, le genre de choses qu'on fait quand on oublie des choses. À 10h30, Marcus arriva. Je ne lui avais pas demandé de venir. Ces derniers temps, il débarque sans prévenir. Il est entré, un sac de course à la main, arborant ce sourire enjôleur qu'il utilise quand il veut quelque chose de moi. J'étais assise à la table de la cuisine, en robe de chambre, à moitié plongée dans mes mots croisés, un stylo sans capuchon à la main. J'ai levé les yeux lentement. Il m'a embrassé sur la joue et a dit que la maison était froide. J'ai hoché la tête et dit que j'avais encore oublié de rallumer le chauffage. Il a posé le sac et a sorti un récipient de soupe, une miche de pain et une boîte de biscuits. Le jeu a commencé. Il m'a demandé si j'avais bien dormi. J'ai répondu que je n'en étais pas sûre, puis j'ai changé de sujet. Mes mains tremblaient légèrement quand j'ai pris la cuillère. Quand il a proposé de réchauffer la soupe, j'ai souri et dit oui, comme s'il me rendait un immense service. Marcus se déplaçait dans la cuisine comme s'il faisait l'inventaire des objets. Son regard parcourut le calendrier, les pilules près de l'évier, les lettres non ouvertes. Il me montra un courrier d'une compagnie d'assurance. Je lui dis que je ne l'avais pas encore ouvert. Il proposa de le lire pour moi. Je fis semblant de ne pas l'entendre. Après le repas, il resta planté dans l'embrasure de la porte et me fixa longuement. Puis il dit quelque chose qui confirma ce que je soupçonnais déjà. Il m'expliqua qu'il avait fait des recherches sur les maisons de retraite, juste pour voir ce qui existait. Des endroits avec jardin, des activités pour les personnes souffrant de troubles de la mémoire, du personnel qualifié. Il le dit doucement, comme si c'était une attention bienveillante. Je clignai des yeux, puis esquissai un sourire et dis que ce serait peut-être agréable de laisser quelqu'un d'autre cuisiner. Puis je lui demandai quel jour on était. Il parut satisfait. Pendant qu'il rangeait la vaisselle, je restais assise tranquillement à regarder par la fenêtre. L'enregistreur avait fonctionné tout le temps. Chaque mot, chaque pause, chaque remarque prudente. Après son départ, je fermai la porte à clé et me dirigeai vers le bureau. J'ai ôté ma veste et posé délicatement l'enregistreur sur le bureau. Mes mains ne tremblaient pas. Je suis restée silencieuse, repassant la visite dans ma tête. Non pas par colère, mais par souci d'exactitude. Car désormais, j'avais plus qu'un simple souvenir. J'avais des preuves. Et ce silence, qui m'avait paru si pesant auparavant, était devenu mon meilleur atout. Le lendemain matin, j'ai retrouvé l'ancien numéro de téléphone de Miranda dans un carnet d'adresses jauni que j'avais caché derrière mon étagère de livres de cuisine. Je ne lui avais pas parlé depuis des années. Non pas que nous nous soyons éloignés, mais la vie avait repris son cours après la mort de Robert. Nous avions travaillé ensemble pendant 15 ans à la bibliothèque universitaire. Intelligente, toujours prévoyante, elle savait déceler les problèmes avant que tout ne s'effondre.
Je l'ai appelé et lui ai laissé un message. J'ai parlé calmement et distinctement. Je lui ai expliqué que j'avais besoin de quelqu'un qui connaissait la loi et en qui je pouvais avoir confiance, et que la situation resterait confidentielle. 1 heure plus tard, elle m'a répondu par SMS. Elle m'a dit qu'elle viendrait chez moi à 16 heures. À son arrivée, elle imprégna la pièce de sa présence sans pour autant l'envahir. Elle portait un manteau sombre, les cheveux tirés en arrière. Elle paraissait solide, authentique, sans sourire forcé ni bavardage superflu. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine. J'ai versé de la tisane à la camomille dans 2 tasses. J'ai glissé l'enregistreur et un dossier vers elle. Pas un mot, juste le silence. Elle a écouté l'enregistrement en entier. Son visage est resté impassible. Une fois terminé, elle m'a regardé et a dit « Nous allons arranger ça ». Elle a ouvert son ordinateur portable. Ses doigts ont tapoté rapidement sur le clavier. Elle m'a interrogé sur ma procuration et m'a demandé si elle avait été modifiée depuis le décès de Robert. J'ai répondu non. Elle a hoché la tête. Elle m'a expliqué que la première étape consistait à révoquer les pouvoirs de Marcus. Ensuite, nous rédigerions un Nouveau Testament, désignerions une autre personne pour gérer les affaires et informerions l'état des changements. Tout serait consigné par écrit, avec les dates. Elle m'a demandé si j'avais des sauvegardes numériques. J'ai répondu non. Elle a dit que nous allions nous en occuper également. Pendant l'heure qui a suivi, elle a élaboré un plan. C'était propre, calme et légal. Tout ce que Marcus pensait que j'avais oublié, j'allais le changer. Miranda était précise, mais sans méchanceté. Elle n'était pas surprise. Elle a dit avoir déjà vu ça. Pas toujours avec des enfants, mais avec des gens qui pensent que l'accès à l'argent leur donne un droit de propriété sur autrui. Nous sommes passés dans l'autre pièce. Elle a scanné des copies des notes de Robert sur le testament. Elle m'a aidé à configurer un système de stockage en ligne sécurisé. Elle a créé un dossier et l'a intitulé « Patricia Légal Privé ». Elle m'a montré comment y ajouter des documents, ou sauvegarder les rapports médicaux et quelles copies conserver. Avant de partir, elle a posé une simple feuille de papier devant moi. C'était un document officiel qui révoquait la procuration de Marcus. Mon nom, son nom, la date. Je l'ai signé. Elle l'a mis dans son sac. Ses derniers mots furent simples. C'est le début. Après son départ, je me suis assise près de la fenêtre, observant les branches de l'arbre bouger dans le vent. La maison était silencieuse. Mais cette fois, ce n'était pas un silence de vide. C'était le bruit de quelque chose de solide qui se reconstruisait. Un choix à la fois. Un document à la fois. Un morceau de moi-même à la fois. Et je n'étais plus seule face à cette épreuve. Les jours suivants s'écoulèrent avec une précision méticuleuse. Miranda m'avait donné une liste de vérifications, mais dès le 2e matin, je n'en avais plus besoin. Me protéger devint une routine, le même ordre que celui que je ressentais autrefois en classant des documents, chaque feuille ayant sa propre histoire et mon rôle étant de la préserver. Je commençai par mon dossier médical. Je pris rendez-vous avec mon médecin traitant, celui que je consultais depuis plus de 10 ans. Lors de la consultation, je demandai un test de mes facultés mentales. Non pas par inquiétude, mais pour en avoir la preuve écrite. Mon médecin ne posa aucune question. Il effectua le test, vérifia mes réflexes, consulta mon dossier et me remit une attestation signée certifiant que j'étais saine d'esprit et ne présentais aucun trouble. Je la pliai et la rangeai dans un classeur que j'emportais désormais avec moi. De retour chez moi, je rassemblai tout ce qui pouvait prouver ma lucidité. Tickets de caisse, relevés bancaires manuscrits, courriel imprimé des 2 dernières années. Je fis des listes. Je datai chaque page. J'ai tout classé par catégorie, juridique, médical, personnel. J'ai étiqueté les dossiers comme je le faisais à la bibliothèque. Clair, précis, irréfutable.
J'ai scanné chaque page et l'ai enregistrée dans mon nouvel espace de stockage en ligne sécurisé. Miranda me l'avait montré 2 fois, et maintenant, je le faisais les yeux fermés. J'ai utilisé un scanner qu'elle m'avait donné, petit mais rapide. Chaque fichier était enregistré avec la date et l'heure. Chaque document était une brique de plus dans le mur qui me séparait de la personne que Marcus voulait que je devienne. Au fond de mon placard, derrière de vieux manteaux et une vieille valise, j'ai trouvé une boîte étiquetée « Lettre de Robert ». À l'intérieur, il y avait des tas de petits mots. La plupart dataient des premières années de notre mariage et représentaient des petites choses. Des listes de courses, dépenses bêtes, des petits cœurs dessinés à côté de son nom. Mais l'un d'eux était différent. C'était une page écrite de sa main, d'une écriture grasse, datée de 10 ans auparavant. Pas d'enveloppe, juste pliée en 2 et glissée entre 2 guides de voyage. On pouvait y lire « Si un jour notre fils te fait douter de qui tu es, fais-toi confiance. Tu as toujours compris les choses mieux que tu ne le crois. » Assise sur le lit, la lettre sur les genoux, la maison était silencieuse. Mon cœur battait régulièrement. Dehors, le vent sifflait contre les fenêtres comme des doigts. Robert l'avait su. Pas les événements précis, mais il savait que c'était possible. Il avait vu quelque chose que je n'étais pas prête à voir à l'époque. Maintenant, je l'étais. Cette nuit-là, j'ai de nouveau sauvegardé tous mes fichiers. J'en ai envoyé des copies à Miranda et j'ai placé une petite clé USB dans mon coffre-fort à la banque. J'ai noté une dernière pensée dans mon journal. On n'est jamais trop prudent quand quelqu'un essaie de vous effacer. Et cette nuit-là, j'ai dormi sans laisser la lumière du couloir allumée. Pour la première fois depuis des semaines, je ne me suis pas réveillée pour vérifier si les portes étaient bien fermées. J'avais terminé mon travail. Je ne jouais plus la sécurité. J'écrivais ma propre histoire en direct. Marcus est arrivé un mercredi. Je n'ai pas entendu sa voiture, mais la sonnette a retenti peu après midi. J'ai pris une grande inspiration et je me suis dirigée vers la porte sans me presser. Quand j'ai ouvert la porte, Marcus tenait un sac en papier dans une main et un petit bouquet de tulipes du supermarché dans l'autre. Il a souri, ce même sourire doux qu'il avait quand on le surprenait à grignoter avant le dîner. J'ai reculé et l'ai laissé entrer sans rien dire. Les tulipes étaient jaunes. Je l'ai remercié et les ai mises dans un vieux vase vert sur la table à manger. Il a fait remarquer que la maison était calme et que c'était agréable. J'étais d'accord. Il a déballé le sac dans la cuisine sans demander la permission. Un récipient de soupe aux légumes, un gros petit pain, une barre de chocolat. Je lui ai demandé s'il voulait que je réchauffe la soupe, mais il a refusé et l'a fait lui-même. Il se déplaçait dans ma cuisine comme si elle lui appartenait. D'une certaine manière, il l'a toujours fait. Nous nous sommes assis à table. Il m'a demandé comment j'avais dormi. Je lui ai dit que certaines nuits étaient meilleures que d'autres. Il a hoché la tête et m'a demandé si j'avais pensé à engager quelqu'un pour venir 1 ou 2 fois par semaine. J'ai dit que ça pourrait être une bonne idée. J'ai laissé ma cuillère tremper dans le bouillon un moment. Je bougeais lentement, plus lentement que d'habitude. Il me regardait comme quelqu'un qui observe un cadran qu'il vient de régler. Puis il commença à parler des endroits qu'il avait visités. Des résidences pour personnes âgées avec des programmes de santé, des allées pour se promener, des chambres individuelles. Il le disait doucement, comme si ce n'était qu'une idée. Il disait que je méritais de me reposer et que ce n'était pas bon pour moi d'être aussi souvent seule. J'ai baissé les yeux, j'ai passé mes doigts sur le bord de ma serviette et j'ai dit que j'y réfléchirais. Son visage s'est détendu, peut-être même avec un soulagement. Quand il m'a demandé s'il pouvait m'emmener visiter un de ces endroits la semaine prochaine, j'ai souri de nouveau et j'ai dit « Peut-être ». Je lui ai alors demandé quel jour on était. Il me l'a dit, et j'ai hoché la tête comme si j'avais oublié. J'ai laissé le silence s'installer entre nous. Il est resté encore une demi-heure, parcourant le couloir comme pour vérifier que je n'avais rien manqué. Il a remarqué une ampoule qui clignotait dans la buanderie.
Il a dit que la rambarde du Porsche semblait mal fixée. J'ai remarqué tout ce qu'il a montré. Avant de partir, il m'a touché l'épaule doucement et m'a dit qu'il voulait simplement mon bien. J'ai posé ma main sur la sienne et j'ai dit que je le savais. Dès que la porte s'est refermée derrière lui, je suis allée à la fenêtre arrière et je l'ai regardé s'asseoir dans sa voiture. Il est resté là un moment, tapant quelque chose sur son téléphone. Ses lèvres bougeaient comme s'il répétait ces mots. Je me suis retournée et je suis allée dans le bureau. Le petit enregistreur que j'avais posé sur l'étagère avait tout enregistré. Chaque phrase, chaque suggestion, chaque mot prononcé avec soin était désormais sauvegardé. Le soir même, j'ai téléchargé le fichier et je l'ai intitulé « Visite de Marcus, conversation à la résidence pour personnes âgées ». La conversation était presque parfaite, mais l'enregistrement l'était encore plus. Le lendemain matin de la visite de Marcus, j'ai réorganisé le salon. Non pas par nécessité, mais parce que je voulais placer un deuxième enregistreur sous la table d'appoint. Son emplacement était important. Il avait tendance à faire les 100 pas près de la fenêtre lorsqu'il était nerveux. J'ai testé l'angle. Je me suis assuré que le microphone capterait aussi les conversations sur le Porsche. J'ai de nouveau laissé la porte d'entrée déverrouillée, un signe de vulnérabilité. Puis j'ai traversé la cuisine lentement, feignant l'inattention. J'ai laissé la porte du réfrigérateur entr'ouverte. J'ai posé le verre doseur dans l'évier au lieu de le ranger dans le placard. En passant devant le miroir du couloir, j'ai décoiffé mes cheveux, comme si je ne m'en étais pas rendu compte. À 10h40, sa voiture est arrivée. Il est monté les marches en fredonnant. Je suis sortie sur le porche, emmitouflée dans un fin pull, et je lui ai demandé ce qu'il faisait là. Il a répondu qu'il passait par là et qu'il voulait prendre de mes nouvelles. Il m'a tendu un nouveau dossier du centre de soins dont il m'avait parlé. Je le tenais à 2 mains, mes doigts tremblant légèrement. Je ne l'ouvris pas tout de suite. Au lieu de cela, je m'assis sur la balancelle et lui demandai l'heure. Il sourit, répondit doucement et s'assit à côté de moi. Je baissai les yeux sur le dossier et murmurai que les photos étaient belles. Il se pencha et me décrivit les sentiers de promenade et la salle de musique comme s'il vendait des vacances. Puis il parla des formulaires. Il expliqua avoir parlé à un certain Austin, un juriste de confiance. Austin pourrait aider à remplir les documents nécessaires. Il voulait que tout soit prêt pour éviter toute confusion en cas de problème. J'acquiesçai lentement, le regard toujours fixé sur la rue. Il s'écarta pour répondre à un appel. J'entendis sa voix par la fenêtre ouverte. Il parlait distinctement, mais pas fort. Le nom d'Austin revint, accompagné d'expressions comme « examen rapide » et « capacité mentale ». Il mentionna la semaine prochaine. Il dit que j'étais presque prête. Je restai immobile, sans raideur, simplement silencieuse. Le micro de la véranda capta chaque mot. À son retour, il m'apporta une tasse de thé. Je l'ai remercié et lui ai demandé si nous en avions déjà parlé. Il a souri, visiblement fier que je m'en souvienne. Puis il m'a demandé si je voulais aller au centre jeudi. J'ai dit que j'y réfléchirais. J'ai pris une gorgée de thé, l'ai laissé fondre sur ma langue et dit que son goût me rappelait quelque chose que Robert préparait souvent. Il n'a rien dit, s'est contenté d'acquiescer et a dit qu'il m'appellerait demain. Après son départ, je suis rentrée et j'ai démonté avec précaution le micro qui se trouvait sous le rebord du Porsche. J'ai transféré le nouveau fichier dans mon dossier d'archives et l'ai clairement nommé. Plus tard dans la soirée, Miranda est venue. Elle a apporté sa tablette et nous avons tout sauvegardé sur 2 disques durs externes verrouillés. Je lui ai montré les notes que Marcus avait écrites dans le dossier du centre de soins. Il avait entouré une ligne du règlement qui disait « La modification de la prise en charge médicale dépend du besoin constaté ». Elle m'a regardé et m'a tendu un dossier. À l'intérieur se trouvait une déclaration sous serment attestant que j'étais capable de prendre mes propres décisions et que j'étais en bonne santé mentale.
Elle était signée par mon médecin et 2 témoins officiels. La situation avait changé. Marcus pensait gagner, mais j'enregistrais déjà tout ce qu'il faisait. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus l'impression de simplement survivre. J'avais le sentiment d'être sur le point d'être cru et reconnu. 3 jours après la dernière visite de Marcus, Miranda envoya une réponse officielle au cabinet d'Austin. L'enveloppe était lourde de preuves, certificats médicaux, procuration nouvellement établie, testament modifié et une notification écrite indiquant que toutes les autorisations précédentes étaient caduques. Chaque document était daté, horodaté et signé 2 fois. Ce n'était pas une déclaration de guerre, mais une mesure de protection. Elle ne l'envoya pas par courriel. Elle se rendit en personne au cabinet d'avocats du centre-ville, où se trouvait le bureau d'Austin au 2e étage, au-dessus d'un cabinet dentaire. Elle confia le document à la personne à l'accueil et lui demanda de le remettre directement à Austin. Puis elle partit. Le soir même, elle m'appela. Sa voix était calme, mais il était difficile de déceler une tension sous-jacente. Elle me dit qu'Austin l'avait appelée peu après avoir reçu le dossier. Non pas pour se disputer ou se défendre. Il avait dit quelque chose d'étrange. Il avait affirmé avoir tout lu et qu'il prenait du recul par rapport à cette affaire. Puis, sans que je lui pose la question, il avait mentionné que Robert l'avait aidé une fois, quand personne d'autre ne voulait. Ce n'était pas un aveu complet, mais cela suffisait à révéler une faille dans le mur que Marcus avait érigé. Je suis restée assise à repenser à cet appel téléphonique. J'ai ressorti le mot manuscrit de Robert, celui qui se trouvait dans la vieille boîte. J'ai suivi la dernière ligne du doigt. Le lendemain, j'ai reçu une lettre par coursier. Elle ne venait pas de Marcus, mais d'Austin. Un court message imprimé sur son papier à en-tête. Il disait qu'il ne s'occuperait plus de rien concernant mon argent et mes biens. Dans l'enveloppe se trouvait une liste imprimée de tous les documents sur lesquels il avait travaillé pour moi ces 6 derniers mois, y compris ceux que Marcus avait initiés. La piste était complète: dates, enregistrements informatiques, brouillons, courriels. J'ai passé l'après-midi à relire chaque ligne. J'y ai reconnu des mots que j'avais entendu Marcus prononcer, des phrases identiques à celles qu'il m'avait dites autour d'une soupe. Ce qu'il m'avait confié s'était retrouvé dans un brouillon concernant mes problèmes potentiels, joint à une demande de tutelle. Il y avait même des formulaires vierges pour de futures déclarations, censés être remplis par des voisins ou des personnes me connaissant, concernant des problèmes de mémoire qu'ils avaient constatés. Il avait monté un dossier en secret. Et maintenant, je connaissais son plan. J'ai appelé Miranda. Nous avons décidé de la suite. Elle rédigerait un bref avertissement qui serait déposé si Marcus tentait quoi que ce soit d'autre sur le plan légal. Un avertissement, pas une menace. Toute tentative de contourner mes droits serait considérée comme une action en justice abusive et un préjudice envers une personne âgée. Ce serait consigné. Ce soir-là, j'ai glissé la lettre d'Austin à côté du mot de Robert dans le tiroir de ma table de chevet. 2 hommes, l'un qui a tenté de m'effacer discrètement, l'autre qui a laissé suffisamment de lumière pour que je puisse retrouver mon chemin. Je n'éprouvais ni joie ni sentiment de victoire. Je me sentais solide, comme si j'étais enfin sorti de cette impasse et que j'avais trouvé un espace de liberté. Le silence de la maison ne m'oppressait plus. Il était là, à mes côtés, fort et attendant. Marcus est arrivé sans prévenir. Pas d'appel, pas de message, juste le bruit des pneus sur le gravier et le lent claquement du portail. Je m'y attendais. La lettre d'Austin avait changé quelque chose, et je savais que Marcus ne tarderait pas à tenter de reprendre le contrôle. Je l'observais par la fenêtre tandis qu'il remontait l'allée, un dossier sous le bras. Sa démarche était assurée, mais ses épaules étaient tendues. Le masque de l'attention était toujours là, mais plus fin à présent, comme s'il masquait quelque chose de plus profond. Quand j'ouvris la porte, je ne feignis pas la surprise. Je reculai simplement et le laissai entrer. Il me suivit jusqu'à la cuisine, attiré par l'odeur de cannelle.
J'avais fait chauffer du cidre de pomme sur le feu, laissant volontairement l'arôme embaumer la maison. Il ne s'assit pas. Il posa le dossier sur la table et resta là, immobile, comme s'il attendait un signal. Je versai 2 tasses. Je lui en tendis une et m'assis en face de lui. L'espace entre nous était neutre, presque solennel. Il commença doucement, mentionnant qu'Austin avait reculé inopinément et que cela laissait planer le doute. J'acquiesçai. Il dit avoir des questions concernant certains documents qui avaient été modifiés à son insu. Je pris une gorgée de cidre. Puis j'ouvris le tiroir à côté de moi et en sortis une petite pile de papier. C'étaient des copies propres, sans méchanceté ni colère, juste des faits. La nouvelle procuration, le testament modifié, la lettre de mon médecin, la déclaration officielle attestant que j'étais capable de prendre mes propres décisions. Je les ai fait glisser une à une sur la table. Il ne les a pas prises. Il est resté planté là, à me fixer. Je l'ai alors regardé. Ni en colère, ni effrayé, juste lucide. J'ai dit que j'avais fait des choix pour moi-même, des choix légaux, des choix judicieux. J'ai dit que je savais exactement ce que je faisais et que prétendre le contraire n'y changerait rien. Il n'a pas répondu. Sa mâchoire a bougé une fois. Son regard s'est de nouveau porté sur les documents, puis s'est perdu dans le couloir. Je me suis demandé s'il cherchait des signes. La preuve que quelqu'un d'autre était là ou que je bluffais. Alors j'ai dit quelque chose de simple. J'ai dit, le silence n'est pas forcément synonyme de faiblesse. Il est resté debout un instant. Puis il a ramassé les papiers, les a reposés sur la table sans les plier et s'est dirigé vers la porte. Il ne l'a pas claqué. Il n'a rien ajouté. Il est reparti par où il était venu. Une fois le bruit de sa voiture estompé, je suis retourné à la table. J'ai pris l'enregistreur que j'avais caché sous le porte-serviette et je l'ai arrêté. Le nom m'était déjà venu à l'esprit. Confrontation silencieuse. Clarté absolue. Cette nuit-là, je n'ai pas rêvé de Marcus enfant, ni de la voix de Robert, ni des mots juridiques résonnant dans les couloirs du tribunal. J'ai rêvé d'une pièce où régnait l'ordre, de boîtes étiquetées, de dossiers propres, d'une fenêtre ouverte sur l'air frais. Pour la première fois depuis des années, mes choix m'appartenaient entièrement, et cela me suffisait. Le silence qui enveloppait la maison depuis des semaines commença à se dissiper. Non pas par le bruit, mais par une présence. La fille de Miranda, Jessica, arriva peu après midi, un samedi ensoleillé. Elle portait un sac en toile, une housse d'ordinateur portable et se déplaçait dans le couloir avec une aisance naturelle, comme si elle y avait toujours vécu. Elle ne parlait pas fort. Elle ne posait pas beaucoup de questions. Elle monta dans la petite chambre d'amis avec une assurance tranquille. Elle brancha son disque dur, installa ses manuels scolaires, empila ses cahiers près du lit. Jessica étudiait l'archivistique et elle parlait déjà de cette voix calme et posée qui me rappelait mes années à la bibliothèque. Le soir venu, la maison avait une atmosphère différente. Elle m'a demandé si elle pouvait faire du thé et s'est plantée dans ma cuisine comme si c'était la sienne. Elle fredonnait pendant que la bouilloire chauffait. Rien de compliqué, juste l'air d'une vieille chanson folklorique que je n'avais pas entendue depuis une éternité. Un parfum de citron et d'herbe embaumait le couloir. Ce soir-là, je l'ai entendu taper à la machine au bout du couloir. Ni vite, ni à la hâte, juste régulièrement. Ce bruit me rappelait la vieille machine à écrire de Robert, celle qu'il gardait au sous-sol longtemps après l'arrivée des ordinateurs. Il y avait quelque chose d'apaisant là-dedans. Les jours suivants, Jessica s'est intégrée à mon quotidien. Elle sortait les poubelles sans qu'on le lui demande. Elle a imprimé des étiquettes pour certains de mes vieux albums photos. Elle m'a demandé si elle pouvait numériser les cahiers que j'avais utilisés à la bibliothèque. Elle traitait tout avec soin et sans jamais chercher à se faire remarquer. Elle faisait simplement son travail. Le 3e jour, je lui ai remis le dossier juridique, pas les originaux, mais des copies propres de tous les documents.
le certificat médical, la procuration, le testament modifié et la version écrite des enregistrements audio. Elle les a sauvegardés sur un disque dur verrouillé, a mis en place des systèmes de sauvegarde et les a transférés sur un système cloud sécurisé de niveau universitaire. Marcus a appelé ce soir-là. J'ai vu son nom à l'écran, mais j'ai laissé sonner. Pas de message. Plus tard, Jessica s'est assise à la table de la salle à manger avec son ordinateur portable et m'a demandé si je voulais qu'on aille ensemble le lendemain matin trier les cartons dans le garage et les étiqueter. J'ai dit oui. C'était comme dire oui à quelque chose de plus grand que du carton et des étiquettes. C'était comme dire oui à l'avenir, à vivre au-delà de la simple protection de moi-même. Les pièces ne me semblaient plus vides quand je les traversais. La cuisine avait de nouveau des traces de doigts. Le sol avait besoin d'être balayé plus souvent, et cela me convenait. J'ai écrit dans mon journal ce soir-là, une seule ligne. La maison n'est plus silencieuse, et moi non plus. L'air du matin avait changé. Les arbres dehors se balançaient avec une assurance tranquille, comme s'ils savaient que quelque chose s'était terminé et que quelque chose de nouveau commençait. Je me suis assise à mon bureau, mon journal ouvert, celui-là même dans lequel j'écrivais depuis la mort de Robert. Les pages s'étaient épaissies, non seulement de mots, mais aussi de compréhension. J'ai repensé au chemin parcouru. Non pas en distance ou en choses mesurables, mais dans cette lente et prudente marche de retour à moi-même. Pas de cris, pas de porte qui claque, juste de petits choix empilés comme des pierres sur un chemin que j'avais tracé moi-même. J'ai tourné la dernière page. Ma plume a glissé d'une main ferme. J'ai écrit, laissez-le parler d'abord, puis laissez-le tomber. J'ai refermé le journal et l'ai rangé dans le tiroir à côté de la lettre de Robert. J'ai glissé la clé dans la poche de mon pull. La cuisine était chaude. Jessica était partie tôt à l'école, mais sa tasse de thé était toujours là, près de l'évier. La vapeur s'était dissipée, mais la sensation était encore présente. J'ai parcouru lentement la maison. Mes mains ont effleuré les murs. Les photos étaient à leur place. Le tapis près de la porte d'entrée était marqué par les nombreux chocs de son sac à dos. La lampe du couloir a vacillé une fois, puis s'est installée dans sa douce lumière. Dehors, le vent soufflait doucement contre la vitre. Je suis restée près de la fenêtre à regarder les feuilles se dorer d'un côté et verdir de l'autre. Il n'y a pas eu de grande annonce, pas de foule pour nous observer. Mais je savais que quelque chose s'était terminé. Pas mon histoire. Juste la partie où j'attendais que quelqu'un d'autre écrive la fin. Et c'était suffisant. Si cette histoire vous a marqué, c'est peut-être parce qu'au fond de vous, vous connaissez aussi ce genre de silence. Celui qui n'est pas une faiblesse, mais une force de survie. Si vous avez déjà été ignoré mis en doute ou amené à douter de vous-même, j'espère que ceci vous rappellera que vous n'avez besoin d'aucune autorisation pour avoir de la valeur. Vous n'êtes pas seul dans votre force intérieure. Vous ne l'avez jamais été. Si cela vous a touché j'aimerais beaucoup connaître votre avis ou simplement laisser cette histoire vous accompagner encore un peu.